Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Je voudrais, au nom justement de téléspectateurs, remercier mes amis qui sont les mêmes, vous l'avez remarqué. Les téléspectateurs vous remercient et vous félicitent pour l'émission, la première conclusion de cette émission en rapport avec la corruption. Vous, c'est-à-dire Monsieur Magala, Monsieur Justin Magala, il est avocat. Monsieur Yamba Norbert, il est consultant. Allons-y lentement, il n'y a pas le feu. Voilà. Et celui-là, vous le connaissez par cœur, ou presque, Modeste Bonigaba. À vous tous, je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez accepté les félicitations, monsieur Justin, de nos téléspectateurs. Ils étaient particulièrement nombreux, cette fois-ci, à suivre cette émission, qui, ont-ils dit, était très intéressante. Vous les acceptez, bien entendu? Bien entendu, et même nous le félicitons aussi. Merci d'avoir suivi, effectivement, parce que ce n'est pas toujours facile de suivre des émissions, certaines émissions. Alors, monsieur Yamba, quelle est votre réaction par rapport à ces remerciements, ces félicitations? C'est vrai que nous avons reçu pas mal d'appels. Nous croyons que nous ne pouvons qu'être contents parce qu'effectivement les gens nous suivent. Nous allons encore déployer plus d'efforts pour leur être utile. Parce que je crois que le problème qui se pose, c'est un problème de tout le monde. Et nous avons intérêt véritablement à donner le meilleur de nous-mêmes pour que davantage les gens soient satisfaits. Monsieur Modeste Bonigaba, c'est un peu pour ouvrir l'émission. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs? Dites-leur un mot gentil. Oui, je leur dis que je suis, comme les collègues, flatté par ces belles paroles. Mais c'est en même temps un appel à plus de responsabilité. Ça veut dire que nous avons le devoir de ne pas les décevoir, nos téléspectateurs, et dire toujours des choses qui correspondent effectivement à la vérité et à la réalité des choses. Alors, en tant que patron de l'émission, je dis aux téléspectateurs, surtout aux parents, ne laissez pas vos enfants passer du temps sur des télévisions où on n'apprend rien. Ce n'est pas pour m'attaquer aux collègues que vos enfants aient l'habitude de suivre certaines émissions, même dans les télévisions des amis, des émissions qui leur procurent quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est la musique toute la journée, on passe d'une télévision à une autre pour ne suivre que ça, c'est trop, à mon avis. Alors, mes chers amis, après cette introduction, je voudrais demander d'abord à monsieur Yamba, qui est consultant, de nous rappeler un petit peu l'expérience qu'il a vécue dans le Nord Kivu. L'expérience que j'ai vécue dans cette province, il faut dire que depuis 2008, il a existé une série de lois qui y ont permis véritablement l'autonomisation des provinces, de manière que les provinces mobilisent des recettes et au bout de cette mobilisation, elles puissent se procurer 40%, j'allais dire, retenir 40% de ce que peut représenter la production des recettes. Bon, nous, comme consultants, nous sommes allés dans une des provinces, vous l'avez dit, et cette province avait l'habitude de produire 1 200 000 $ le mois en termes de recettes générées mensuellement. Lorsque la constitution de février 2006 et les lois organiques, que ce soit la loi 012, que ce soit la loi 015, 016, qui permettaient, n'est-ce pas, de définir très clairement les attributions des différentes entités, notamment les provinces et les entités territoriales décentralisées, eh bien, les gens étaient contents, se disant que voilà, si on mobilise véritablement des recettes, à ce moment-là, ils auront en retour de l'argent, 40%. C'est comme ça que lorsqu'on a observé dans cette province, chaque mois c'était 1 200 000. Et puis, cette loi arrivée, les gens se sont déployés
se sont engagés pour mobiliser davantage les recettes. Ils sont allés d'1 million à 4 millions. Et de 4 millions, après 3 mois, à 7 millions par mois. Et ils ont avancé davantage jusqu'à 10 millions. Mais lorsqu'ils ont entendu que Kinshasa puisse rétrocéder, et cette fois-ci accepter la rétention, la retenue à la source, ça ne venait pas. Et lorsque nous sommes encore repartis, nous étions en 2008-2009, nous sommes repartis en 2011, on a constaté que l'argent, la mobilisation de ressources qui était déjà à 10 millions de dollars par mois est revenue à 1 million 300. 1 million 300. C'est que très clairement, il y a dégraissage de 8 700 000 dollars récupérés par ceux qui ont mobilisé des ressources. Vous voyez. Et donc, si cet argent était disponible, et donc on aurait véritablement permis à ce qu'on déclenche un processus de développement dans la province. C'est de la même manière, je vous avais dit l'autre fois, lorsque vous allez dans les communes, très clairement, les bourgmestres arrivent en retard. Et nous avons fait une étude ici sur place à Kinshasa. La moyenne d'arrivée dans les bureaux, c'est 14 heures. Et lorsqu'on a posé la question, mais pourquoi cette moyenne de 14 heures? On nous a dit que les taxataires qui sont dans les marchés commencent, lorsqu'ils auront terminé à recouvrer les différentes recettes, ils viennent au bureau vers 15h, 16h, et le bourgmestre, lui, arrive le temps de voir tous ces gens revenir et prendre l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait le matin? Ben, écoutez, il n'arrive pas au bureau parce qu'en fait, ce n'est pas le débat de prospérité qui les intéresse, mais il est en ville, simplement parce qu'il doit raconter ce qu'ils l'ont nommé. Et donc, pour leur dire, voilà ce que nous avons reçu, voilà ce que nous avons prévu pour vous. Voilà un peu autant d'argent qui est volatilisé, qui aurait pu servir véritablement à quelque chose. Et à l'analyse des faits, je suis allé encore une fois dans une des provinces, j'allais parler, Kassai oriental, à l'époque de regroupement, et je pose la question aux députés, combien d'argent vient de Kinshasa? J'avais déjà vérifié à partir de Kinshasa que c'est 1 milliard de francs. Aucun député de la province qui est censé contrôler véritablement l'action du gouvernement ne savait pas quel est le montant qui était rétrocédé. Et quand j'arrive au niveau des territoires, je pose la question, on me dit non, c'est 2 500 000 à peine il y a 3 mois. Et pourtant, ça fait 2-3 ans, effectivement, où l'argent était rétrocédé à la province et la province ne pouvait libérer que 1,3% de 100% de l'argent reçu. Quand j'arrive dans le secteur, là, je pose la question au chef de secteur, vous avez reçu combien? Il me dit non, j'ai reçu 50 000 francs congolais. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 50 000 francs? Écoutez, j'ai arrangé le plafond. Quand je regarde le plafond, il n'y a rien qui a été fait. Et quand je lui dis, est-ce que tu peux me montrer le récit que vous avez reçu, que vous avez établi à l'endroit de celui qui a réparé? Il me dit, mais écoutez, M. Ambayama, d'abord, les 50 000 ans que je vous informe, ceux qui amènent ça, cet argent-là, quand ils arrivent ici, mais ils prennent d'abord 25 000, et ils sont logés dans un hôtel ici que je dois payer. Donc, qu'est-ce que je reste avec combien? Donc, vous voyez un peu comment la corruption est devenue finalement systémique, presque endémique. Pourquoi vous dites presque endémique? Endémique parce que... Pourquoi vous dites presque endémique? Non, je vous donne raison, c'est endémique. C'est endémique. Mais par courtoisie, par modestie, je me dis, mais bon, pour ne pas vraiment frustrer beaucoup de gens, j'ai dit presque endémique. Mais en tout cas, nous sommes dans une situation de récurrence permanente, et donc elle est endémique. D'accord. Merci. On a envie de choquer pour que le changement puisse arriver. Monsieur Modeste Mbonigaba, vous avez quelques exemples? Non, mais les exemples, effectivement, sont légion. Les exemples où la corruption est flagrante. Et si c'était sur des petites affaires sans beaucoup de conséquences, bah, le pays n'en souffrirait pas beaucoup. Mais lorsque ça porte sur des milliards de dollars, que quelqu'un vous dise, voilà, moi je suis en mesure de régler une fois pour toutes le problème relatif aux
à l'exploitation de Inga. Parce que Inga, c'est plusieurs barrages. Avant d'atteindre le grand Inga, il y a plusieurs autres barrages qu'il faut faire. Eh bien, un investisseur se présente, il dit, voilà, je suis prêt à mettre sur la table 10 milliards de dollars pour démarrer ce grand projet. Effectivement, à ce moment-là, au moment où il parlait de l'enveloppe de 10 milliards, c'est ce que nous, le gouvernement, on attendait pour démarrer de façon définitive et sans risque d'être freiné en cours de route, le projet de tous les barrages qui doivent précéder le Grand Inga. Eh bien, cet investisseur arrive à entrer en contact avec un ancien patron de la SNEL, donc qui connaît ce problème sur les bouts des doigts. Il s'est dit, en fait, je crois que pour toujours ce problème d'Inga va être résolu. Il essaie d'entrer en contact avec les différents décideurs à différents niveaux et il va, au bout de quelques temps, se faire dire de façon nette que il faut que celui-là qui vient avec 10 milliards dise combien il va donner à ce décideur qui est censé faire passer les dossiers pour que les travaux démarrent. Évidemment, cet investisseur n'est jamais venu travailler parce que il met 10 milliards pour vous permettre enfin de régler un problème qui fait que nous tous ici, avec le courant, tous les jours on se plaint, partout on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On croit qu'il n'y a pas de réponse. Les réponses existent. Mais c'est la corruption qui bloque parce que les gens qui sont aux différents postes de responsabilité veulent d'abord avoir leur quote-part dans l'investissement qui doit être fait. Et ça, c'est... Dans aucun pays au monde, on ne va trouver des investisseurs qui vont venir se jeter dans un tel engrenage. Oui, surtout que généralement, c'est de l'argent qui appartient à des banques. Quelqu'un de crédible va mobiliser une somme comme ça. Vous venez, vous lui demandez d'abord votre quote-part avant de faire progresser le dossier. C'est tout simplement criminel. Et alors, Maître Justin Magala. Merci beaucoup. Je vais commencer par rebondir sur ce que disait mon aîné Modeste tantôt. Vous savez, quand on dit quelqu'un vient avec 10 milliards, on lui demande 5 millions, 10 millions, ce sont des mots. Quand on dit 1 million de dollars, c'est un mot, ça ne pèse pas. Mais quand on fait un petit calcul mathématique élémentaire, dans un pays où on vit avec moins de 2 dollars par jour pour les commandes mortelles, prenez 1 million de dollars, mettez sous l'oreiller et dépensez 100 dollars par jour. Pour finir 1 million, il faut 30 ans. En dépensant 100 dollars par jour. C'est vous donner l'idée de comment nous sommes en train de faire souffrir les autres. Il y a une honte à être seul, je disais tantôt. Il faut, en dépensant 100 dollars par jour, chaque jour, avec 1 million sous l'oreiller, il faut 30 ans pour les finir. Et là, quelqu'un demande 5 millions pour mettre dans sa poche, au détriment de l'État. Ce n'est pas compréhensible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les exemples sont légion. Il y en a même qui ne répondent pas directement à la définition corruption, mais qu'on peut faire entrer dans les abus du service public. Je viens de Matadi, je suis arrivé le dimanche. Il y a une plainte générale à Matadi sur la redevance des logistiques terrestres. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une redevance qui a été mise en place en 2014, qui devait durer 2 ans, 2014-2016, liée aux importations des biens, donc qui est payée à l'occasion des importations des biens, exportations, et qui était censée aider l'ex-Sonatra à réhabiliter le rail, la voie ferrée jusqu'à Kinshasa, ainsi pouvoir dégager tant soit peu la route et diminuer les coûts. Tout à fait. Ce qui passe par le rail coûte moins cher que ce qui se passe par la route. Oui, et parce que bien pour entendu, les commerçants, on est en deçà de la moitié du prix par le train. Tout à fait. Cette redevance était localement
situé sur le port maritime de Matadi et devait durer 2 ans. De 2014 jusqu'en 2009, il est toujours en place. Non seulement il est toujours en place, mais il y a un arrêté qui vient d'élargir ça à toutes les autres entrées du Congo central. Mais il n'y a aucun kilomètre refait. Mais les gens se posent, où va l'argent? Je crois que nous avons, en tant que service public, le devoir ne fût-ce que de dire voici ce qu'on a fait de l'argent, voici les services rendus. Mais si on définit un projet pour 2 ans et que 7 ans après il est toujours en cours, mais que les gens ne voient rien, on se demande qui dupe qui. C'est ça la question. Il n'y a pas que cet exemple. Il y a l'exemple de GoPass, il y a l'exemple de la taxe logistique perçue par les provinces à l'occasion des voyages par voie aérienne. Tous, on ne dit rien. C'est ce silence-là aussi qui choque. Dites-nous où vont les sommes récoltées. Comme ça, on apaise la situation sociale à ce niveau-là. Voilà un peu les exemples qui sont les gens. Bon, et je voudrais poser la question aux téléspectateurs. Supposons que nous continuons comme ça à trouver normal ce qui se passe. Et je voudrais épingler particulièrement la situation des universités. On dit que pour mettre complètement à plat un pays, il ne faut pas lui faire la guerre. Il faut tout simplement tuer son système éducatif. Si nous continuons à trouver normal ce qui se passe dans nos universités, c'est-à-dire des points sexuellement transmissibles, on donne au professeur un peu d'argent, on paie le professeur, on lui alloue un salaire de misère. Mais si nous continuons à prendre ça comme étant une situation normale, mais ce pays, dans 20 ans, que sera-t-il? Si les étudiants ne peuvent plus mobiliser leurs intelligences pour véritablement travailler et acquérir la science, acquérir la matière, mais ce pays sera mort, nous l'aurons tué nous-mêmes allègrement, en continuant à prendre notre petite bière le soir. Je crois franchement, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut se départir de ces habitudes, et c'est le seul moyen pour nous d'être heureux dans ce pays qu'on nous envie. Il faut que nous sachions qu'on nous envie ce pays. Monsieur Yamba Yamba, vous êtes donc consultant, et c'est à vous, Maître Magala, je voulais poser la question. Monsieur Yamba Yamba nous a donné la fois dernière des exemples de certains pays. J'aurais souhaité que vous puissiez, en bon élève, nous rappeler ces pays et ce qu'ils ont fait. Oui, il avait parlé de certains pays qu'on peut considérer comme un pays modèle en Afrique. Et principalement, il avait parlé du Botswana. Et il avait raison. Quand vous vérifiez les chiffres, le Botswana, c'est l'exemple type de la bonne gouvernance en Afrique. Pourquoi? Le leadership botswanais a montré qu'avec une gouvernance positive, on peut arriver à faire des miracles. On part d'où? On parle des premiers leaders de Botswana. C'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Et ce qui signifie que les élections sont organisées périodiquement et honnêtement. Conséquence, il n'y a pas de contestation électorale au Botswana. Et encore comme conséquence, il n'y a pas de guerre civile. Ce qui induit une stabilité sur une longue période jusqu'à maintenant. Conséquence, nous avons avec le Botswana les taux de croissance les plus élevés, les plus stables pour l'Afrique. Et on dira que nos guerres viennent de notre richesse minière et consorts. On dit non, pas nécessairement. C'est en partie vrai, mais le Botswana, premier producteur mondial de diamants, nous a prouvé que c'était différent, parce qu'il est premier producteur mondial devant la Russie, mais
il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Ils sont parvenus à rendre la production de diamants profitable pour le peuple. C'est le seul pays où, en Afrique, le diamant est trié sur place, il est taillé sur place et il est vendu sur place. Ils ont pu imposer ça. Ce n'est pas vendu en verse comme vous avez besoin du diamant botswanais, vous allez le prendre sur place. Et mieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le pays où la plus grande partie de l'investissement est à l'éducation, consacrée à l'éducation. Jusqu'aujourd'hui, la bourse pour un étudiant botswanais varie entre 150 et 200 dollars pour ceux qui étudient sur place. Et quand votre filière d'études n'est pas sur place, vous allez à l'extérieur, à l'étranger, aux frais du gouvernement botswanais et vous ne payez rien. Comprenez facilement qu'en retour, ces étudiants, quand ils reviennent ou quand ils finissent, ce soient des citoyens de qualité. Parce que l'État a privilégié la bonne gouvernance. Et il n'y a pas que le Botswana. Nous avons l'île Maurice, qui est un autre exemple, qui est cité même par Doing Business comme l'exemple type en Afrique. Nous avons le Cap-Vert. C'est possible. Il n'y a pas si longtemps, on s'est moqué de l'Éthiopie. Ben oui. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va... D'ailleurs, on importe même les services de transport de l'Éthiopie. Et ce n'est pas fini. Et pour les services en mais quand vous arrivez à l'aéroport d'Éthiopie, quand vous voyez la ville telle qu'elle est conçue, c'est tout ça. C'est un problème, pas uniquement de leadership, mais aussi et surtout de leadership. Merci. Notre consultant, d'autres exemples? Bon, l'exemple de Botswana, c'est vrai, il est plus frappant. Je salue Maître Magala, Justin, pour cette prestation. Je dois pouvoir insister, parce que l'autre fois, vous avez dit, mais écoutez, il faut voir, c'est un petit pays, etc. Heureusement que Modeste a dit que ce n'est pas un problème de taille, c'est un problème d'organisation. Le Botswana, c'est 600 000 km², c'est le désert, il n'y a que 30% habitable, mais avec le diamant, le traitement, l'extraction et les traitements, la vente, la commercialisation, etc., ils ont réussi à avoir de l'argent et ils sont en train de pouvoir mettre en valeur ces déserts-là, par des logements sociaux, etc. Bon, il a cité Cap-Vert, il a cité île Maurice. Effectivement, dans ces deux pays-là, il faut aussi saluer l'immigration. Parce que le Cap-Vert, depuis que les Portugais étaient là, etc., ils les sont. Il y a beaucoup de métis, etc. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont 500 000 habitants. Mais c'est le leadership. C'est le leadership qui a entraîné les autres dans une sorte d'humilité, d'éthique, et qui visiblement aujourd'hui a mis en place un système de bonne gouvernance. Mutandis pour l'île Maurice. Mais moi je voudrais citer en Asie. Vous savez, Singapour, Corée du Sud, Malaisie. Quand je prends par exemple la Corée du Sud a été avec nous pratiquement dans la même situation en 1960. Elle avait 255 dollars par habitant par an. À l'époque, le Congo-Kinshasa avait 368 dollars. Aujourd'hui, avec un leadership qu'on appelle Lee Kuan-yew, il est de la filière chinoise, une communauté qui est venue s'installer pendant des années, etc. Et qui a amené une nouvelle façon de faire les choses. L'humilité, la garantie et le respect des biens publics. La transparence et la traçabilité dans la mobilisation des ressources, l'exemplarité de lui-même. Il a dit, attention, attention, le système de dotation présidentielle, c'est un système qui véritablement cache la corruption. Comment on peut donner à quelqu'un autant de milliards sans évaluer véritablement ses besoins? Et Lee Kuan-yew, il dit non, il faut arrêter ça. Il faut plutôt chercher un salaire qui correspondrait aux besoins du président. Ce qui a été fait. Et vous savez qu'en Corée, le soumettre cette discipline est lui-même exemplaire. Même devant la station d'essence ou de carburant,
il est venu dernier, il y reste dernier, pas question du président. Tout le monde se sert dans la station. Ou soit on paye avant, ou soit on paye cash. C'est très important. Aujourd'hui, sincèrement, la Corée du Sud est la 13e puissance économique du monde. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, elle avait la 10e position. Aujourd'hui, elle est à la 13e position. Mais ce qui étonne, c'est que la Corée du Sud a 32 000 dollars par habitant par an contre 458 pour chaque Congolais. Et pourtant, nous avions 368 en 1960. Lui, il n'avait que 250. Et aujourd'hui, elle a 32 000. Le Congolais n'a pas beaucoup avancé, malgré la diversité des richesses que nous avons en termes potentiels, c'est vrai, mais n'a que 458 dollars par habitant. C'est là que je voudrais vous poser une question. Parfois, on pose des questions parce qu'on joue à l'avocat du diable pour la compréhension générale, parce que l'opinion, quand elle reçoit des informations comme ça, elle se dit, bon, pays Moukéwana. Bon, maintenant, prenons l'exemple de Botswana. Pourquoi on ne prendrait pas, on ne mettrait pas la priorité sur un certain nombre de produits et oublier le reste? Par exemple, on se dit, bon, maintenant c'est le coltan et le cuivre, le reste, nous laissons ça aux enfants qui viendront. Il y a des évolutions, M. Kibambi, aujourd'hui. Il y a plusieurs sources de financement pour exploiter véritablement ce que nous avons en termes de potentialité, hein, de richesses potentielles, etc. Prenons par exemple, je donne l'exemple du Rwanda, tout proche de nous. Le Rwanda n'avait pas l'argent, malgré que le lac Kivu dispose véritablement de gaz méthane. Et donc le Rwanda a voulu avoir un partenariat public-privé avec des investisseurs étrangers. Et c'est comme ça que les Indiens sont tombés sur l'occasion. Et donc, les Indiens arrivent, ils investissent 500 millions. Aujourd'hui, c'est de l'argent généré chaque jour. Le marché de Bukavu, de Goma vivent véritablement, vivent de gaz du Rwanda. Alors maintenant, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se spécialiser? Ça s'appelle... Je crois que je suis à côté sous contrôle de l'économiste qui est avec moi. Ça s'appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que vous avez plusieurs produits et vous cherchez le produit que vous estimez être plus avantageux, qui peut vous générer des ressources, etc. et vous vous engagez. Mais aujourd'hui, chez nous, M. Kibambi, nous avons l'avantage parce que nous avons des provinces qui sont véritablement des pays. Chaque province peut véritablement jouer le rôle d'un autre pays. Et nous pouvons, au travers d'une organisation de l'État, faire en sorte pour qu'on dise au Katanga, quels sont les produits? Et à ce moment-là, on peut dire, il y a le cuivre, il y a le cobalt, etc. Surtout que c'est là véritablement un minerai de prédilection maintenant. On peut dire, bon voilà, de ce côté-là, le Nord Kivu, on trouve du coltan. Mais n'oubliez pas que le Nord Kivu a de la pomme de terre, a des haricots, etc. Moutandis, pour Bukavu. Mais il y a de l'or. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à Ovira, etc. Mais qui trop embrasse mal les trains, non? Mais c'est la spécialisation. Nous sommes dans un processus d'autonomisation des provinces. Et donc, cette autonomie-là doit être aussi, non seulement en termes de gestion administrative, mais aussi générer des ressources. Parce qu'en fait, l'influence des différentes productions permettront véritablement que le pays puisse avoir autant de ressources. Et nous avons la caisse de péréquation. Quand Katanga produit... tous les produits, etc. Nous avons des ressources. Et nous avons 10% de pouvoir construire l'équilibre entre les provinces. Je vous redonnerai la parole. Monsieur Bonigaba, renforcer un peu les propos de notre ami Yambemba. Et moi, j'ai comme envie de vous demander, par exemple, pour le Katanga, on opterait pour seulement le cobalt aujourd'hui. Et pour le Kivu, pour le coltan, tiens, et pour l'Équateur, le bois, même le diamant, même le diamant, le pétrole aussi. Et c'est un pays, ce pays, c'est un coffre-fort, c'est un véritable coffre-fort. Si on diversifie comme ça, c'est pas un danger pour vous, l'économiste? Non, au contraire, parce que le plus grand danger, c'est
pour la plupart des pays africains, heureusement que nous n'en faisons pas partie, c'est la monoproduction et donc la mono-exportation. Il y a beaucoup de pays qui ne dépendent que du pétrole, que du diamant. Mais le Botswana ne dépend que... Voilà. Heureusement que quand même la gestion est intelligente. Mais vous vous imaginez, lorsque vous avez connu des chutes de cours ici, mais qui sont tout à fait spectaculaires. Vous aviez, par exemple, si vous n'aviez qu'un seul produit, prenons le cuivre. Il arrive à 10 000 $ la tonne, et du jour au lendemain, il tombe à 3 000. Vous êtes asphyxié. Vous avez un budget qui est attablé sur la tonne à 10 000 ou peut-être en moyenne 7 000. Parce qu'il faut toujours prévoir ces fluctuations. Vous êtes en grande difficulté. Un pays comme le Congo devrait plutôt justement jouer sur la diversification de ses produits d'exportation. C'était déjà la politique coloniale. Vous savez qu'en jusqu'en 60, les produits agricoles exportés rapportaient autant. 44% des recettes en devises. Donc, on était presque moitié-moitié produits agricoles, donc café, huile de palme, etc. et produits miniers. Et les cours ont toujours fluctué, même avant l'indépendance. Ce n'est pas seulement après que ça a commencé. Donc, quand on a une politique prudente qui mise sur les fluctuations qui peuvent se compenser, parce que quand un produit a des cours qui baissent, un autre ça monte, quand vous en avez plusieurs. C'est à ce moment-là que vous avez plus de chances d'avoir une politique économique que vous pouvez maîtriser. D'accord. Bon, tout à fait d'accord avec cette politique bien maîtrisée, mais nous parlons dans un système que nous décrions, où si vous diversifiez comme ça, parce que l'esprit du Congolais est abîmé, vous facilitez également les fuites. C'est ça, moi, qui me fait peur. Maître Magala, diversifier, c'est très bon, si l'argent peut arriver dans la caisse de l'État, mais si vous avez les gens abîmés, ça va plutôt dans les comptes des pays voisins. Oui, mais ça dépend de comment on travaille. Quand ils disent diversifier, ils ont raison, mais seulement, nous devons, au niveau de l'État, nous devons, avant de légiférer, avant de mettre en pratique, de commencer à vendre à l'aveugle, il faut définir la politique sectorielle pour chaque domaine. On s'est dit, bon, c'est vraiment l'exemple du fleuve. Pourquoi on a le même débit? C'est parce qu'on a le fleuve sur l'hémisphère nord et sud. Quand il pleut de ce côté, de l'autre côté, c'est la saison sèche. Et le résultat, c'est qu'à la fin, on a le même débit, il est stable. Les produits se compensent. Mais il faut définir une politique. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre forêt? Couper les arbres ou que la communauté internationale nous paye parce que nous la faisons respirer? Qu'est-ce que nous voulons faire de la tourbière? Il faut choisir. On ne peut pas couper et demander qu'on soit soutenu. Il faut savoir ce qu'on veut. On dit quelle est la politique minière. On définit d'abord la politique, la vision de l'État par rapport aux mines. Ensuite, on légifère quand tout le monde sera d'accord sur la politique. Mais aujourd'hui, on légifère sans avoir défini la politique. Et c'est compliqué. Même pour les études, c'est comme ça. Il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire. On veut faire une école élitiste ou une école de masse. On ne peut pas faire les deux, sinon c'est compliqué. Dans tous les secteurs, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire. On définit la politique nationale dans le secteur, ensuite on légifère. Là, on peut avancer. Mais on ne peut pas mélanger les choux et les ananas. Alors, le moyen terme, on va se mettre d'accord sur un point. Monsieur Yamba l'épinglait l'autre jour. Alors, c'est l'informatisation qui nous sauvera. Peut-être. Tout à fait, M. Kibambi, mais je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas vouloir tabler l'avenir d'un peuple sur un seul produit. Il faut diversifier les sources de revenus. Et c'est comme ça que la société s'organise à différentes institutions. Il y a des institutions d'exécution, il y a aussi des institutions de contrôle. C'est comme ça que vous avez vu, même à l'intérieur d'une entreprise, mon voisin de droite, parce qu'il a travaillé plusieurs années dans beaucoup de portefeuilles de l'État, il sait qu'à l'intérieur d'une entreprise, il y a ce qu'on appelle
la délégation du personnel, et que cette délégation du personnel est représentée au niveau du comité de gestion, et que les travailleurs sont tenus d'être suffisamment informés. Donc, à ces niveaux-là, c'est pas pour rien que nous avons la Cour des comptes, c'est pas pour rien que nous avons l'inspecteur des finances, c'est pas pour rien que nous avons le Parlement, c'est pas pour rien le Sénat et l'Assemblée. Tous ces éléments faisant combine peuvent je vous donne raison, mais ce que nous déplorons, nous le déplorons, et toutes ces institutions-là existent. Maintenant, la porte de sortie, c'est l'informatisation pour qu'il y ait traçabilité, pour que l'on sache combien on doit à l'État, quel montant doit arriver dans la caisse de l'État et qu'est-ce qu'on va en faire. Vous êtes d'accord? Vous avez raison, parce qu'il y a déliquescence, c'est comme ça que nous organisons des émissions pour que nous puissions aller de l'avant. Ok, aujourd'hui, ce qui est considéré comme une difficulté, qui peut véritablement nous aider à drainer toutes les recettes que nous générons, c'est une approche informatique aujourd'hui. Il y a une nouvelle création. Aujourd'hui, si je prends par exemple le travail de Marcelo, qui est basé au Canada, il existe un système d'informatisation. Si on met ce système-là, on peut pouvoir quadriller tous les sites de mobilisation des recettes. Même s'il y a un 5 $ qui est entré, par exemple à Kasumba Lessa, à la minute que cet argent est enregistré, c'est arrivé au cabinet du Premier ministre, au cabinet du Président, à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, etc. Au moins, on a pratiquement toutes les données. Et cette informatisation, d'ailleurs, je venais de piloter une mission, n'est-ce pas, de Marcelo, qui aurait souhaité véritablement aider le gouvernement de la République dans le sens de pouvoir mettre ce système d'informatisation avec la SIM SDAN. SDAN, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer toutes les infrastructures pour monter un arsenal institutionnel sur l'ensemble du territoire national. Avec une SIM, vous pouvez être à Bafouassende dans la province de la Chopo, ancienne province orientale. La SIM là fonctionne avec l'énergie solaire. Et donc, s'il y a quelque chose qui arrive en termes de recettes, en termes d'entrée, par exemple, de telle ou telle personne qui vient de la frontière, en termes, par exemple, d'un mort dans un hôpital. Donc, toutes ces informations sont récoltées à la minute et arrivent en destination. À ce moment-là, ça permet naturellement à la personne qui est censée prendre décision d'établir sur des données réelles. La dernière fois, je vous ai dit que dans une province si proche, on a fait une informatisation localisée. Et cette information a permis de partir de 30 millions de francs congolais à 400 millions, 2 mois après, 700 millions, 4 mois après, on est arrivé à 1 milliard. Mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait traçabilité, à ce moment-là, que la justice fonctionne, parce que nous sommes dans un système de surveillance mutuelle, et donc, comme personne ne suivait, eh bien, ils ont qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ils ont saboté les machines. C'est là le problème. Je voudrais que d'autres interviennent. Merci. C'est là le problème. Oui, donc là, on a clairement, on vient de montrer clairement aux téléspectateurs que les problèmes que nous avons soulevés ont des solutions. Les solutions existent. Donc on n'aille pas dire oui, mais nous là, chaque fois, tout ça. Donc on a fini par croire que nous avons des problèmes insurmontables. Alors que, comme on vient de le dire ici, avec l'informatisation, tout devient banal. Parce que l'information en temps réel est communiquée à tous les décideurs en même temps. Ce qui fait qu'il n'y a plus moyen de tripoter en cours de route parce qu'on va dire non, mais moi j'ai reçu les chiffres. Mais quand on essaie de faire ça, c'est pour ça que nous disons que l'organisation n'est pas encore là. L'organisation qui nous permet de faire ce qui doit être fait pour que le Congo prenne la bonne direction, et n'est pas encore là. Ce sont les mêmes institutions qui sont censées contrôler, exécuter, juger, qui sont elles-mêmes complaisantes là-dedans. Et donc finalement, il n'y a plus de discipline. Et donc un pays comme celui-là, où il n'y a pas de discipline de fer, ne s'en sort pas. Un pays comme la Chine, où il y a aussi des nouveaux riches là et des enrichisseurs. Mais là-bas, lorsque vous êtes pris la main dans le sac, vous êtes fusillé, tout simplement. Droit de l'homme. Vous êtes ministre, vous êtes fusillé. Et même la balle qui vous a tué, votre famille doit rembourser l'argent à l'État.
Alors, vous voyez qu'avec ça, on a quand même, on se dit, il ne faut pas jouer. Mais lorsque vous êtes dans un système où celui qui doit vous appréhender parce que vous avez volé, c'est lui qui vient maintenant vous dit, bon, si vous me donnez autant, ben, je peux travailler les dossiers pour que ça passe sans... Là, effectivement... À ce moment-là, le pays se tire une balle dans le pied lui-même. Donc on ne peut pas s'en sortir comme ça. En fait, nous avons les moyens de notre prospérité. Nous avons les moyens qui pourraient nous permettre d'être heureux tous, ce qui est extraordinaire, même parce que même Jésus avait dit, vous aurez toujours des pauvres. Mais ici, on peut, en faisant un effort particulier, on peut même contredire le Christ, qu'il m'excuse, parce que c'est un pays que Dieu nous a donné, qui est un paradis. Maître, il nous reste 10 minutes, qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'avais donné l'autre jour l'exemple de la DGDA, il avait été informatisé, et puis on a appris qu'à l'aéroport, tout avait été brûlé. Mais il paraît que nous et l'informatique... nous ne faisons pas bon ménage. Non, justement, je prends l'exemple de l'informatisation dont il a parlé, et comme vous avez parlé de la DGDA, j'ai rebondi là-dessus. La DGDA vient de faire une réforme importante et qui marche. C'est les suivis des cargaisons par les scellés électroniques. Aujourd'hui, votre marchandise est débarquée à Matadi, chargée sur un camion, la DGDA place les scellés. Vous savez suivre ces camions jusqu'à Kinshasa. Dès que vous êtes abonné, ça coûte $30 les scellés, la location des scellés. Vous savez suivre jusqu'à Kinshasa. Vous allez, mais chauffeur, pourquoi vous vous êtes arrêté à Mitendi? Non, bon, pourquoi vous prenez 10 minutes à Kimpese? Parce que vous savez les suivre sur votre... Aujourd'hui, c'est fait. C'est faisable. C'est possible. Mais la DGDA a connu des misères parce que les gens ont résisté. Pour ça. C'est même de la même façon que les guichets uniques du commerce extérieur fonctionnent. On peut faire toutes les opérations à partir de son bureau, sans bouger. Mais les gens résistent au changement. Ils veulent la chaleur humaine. Ils sont plus à l'aise dans ça. Et quand on parle de sanctions, mais c'est vrai, il n'y a pas... Rares sont les infractions qui sont aussi, comment je dirais, méchamment frappé comme la corruption. Quand vous prenez le code pénal livre 2, c'est article 147 et suivant, les taux de peine vont de 6 à 15 ans de prison. Ça dépend du niveau que vous avez et de la corruption, comment vous l'avez fait. Non seulement ça va jusqu'à 15 ans, mais vous pouvez être inéligible pendant 5 à 10 ans pour des faits de corruption. Les gens doivent le savoir, c'est-à-dire les politiques ici ou les responsables administratifs, ils peuvent être inéligibles. Ils peuvent même, les droits de vote peuvent leur être retirés pendant un temps. Et ça après exécution de la peine. Si c'est un étranger, il exécute la peine et il est expulsé pour des bons du territoire national. Ça, ce sont des peines prévues par la loi, mais que personne ne veut appliquer. Elles sont dissuasives, mais personne ne veut appliquer. Oui, mais pourquoi ne pas aller jusqu'à l'exécution, mes chers amis? Parce que ces gens, les Européens, là, ils nous jouent des tours, le droit de l'homme, tout ça, la mort, peine de mort. Mais il faut que nous nous en sortions quand même. Quelqu'un qui veut tuer tout un pays pour son propre bonheur, et puis on dit droit de l'homme. Il y a des moments où on peut dire, arrêtons quand même cette histoire des droits de l'homme. C'est le type, les Chinois, on leur fait rien, et bon... vous voulez avoir la parole? C'est un débat intéressant parce qu'en fait cette histoire de droits de l'homme, cette histoire... C'est de la distraction. Cette histoire de valeurs occidentales, ce sont que de valeurs occidentales, il n'y a pas de valeurs universelles. Chaque pays est appelé à générer. Et d'ailleurs le plus grand savant contemporain, Edgar Morin, aujourd'hui, a démontré dans la théorie de la complexité qu'il ne faut pas tout suivre. C'est comme ça que la Chine a refusé de suivre. Il a généré un modèle, la Corée a généré un modèle, le Singapour a généré un modèle. Aujourd'hui, ils sont en train véritablement d'avancer. Et nous avons intérêt, au regard de du problème de notre pays,
de dire nous prenons telle sanction, nous prenons telle autre. Sinon alors l'Occident va nous imposer l'homosexualité, nous allons nous accommoder par rapport à cela parce que c'est un droit de l'homme. Il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est déjà à non-porte, malheureusement. Alors maintenant, je voudrais simplement dire que une minute. Il y a moyen véritablement de terminer cette histoire. Il faut une volonté volontariste de l'autorité politique qui devient véritablement l'exemplaire, le modèle référentiel. Si les collaborateurs savent que le DG Kimbambi n'est pas dans les magouilles, il ne veut pas oser véritablement... Ça, ils le savent de toute façon. De toute façon, mais je voudrais aussi terminer en disant, quand on a parlé de Botswana, il produit le diamant. On doit le savoir que quand il a produit le diamant et qu'il a des ressources, et le Botswana a diversifié véritablement ses sources de revenus en mettant en branle dans le désert l'élevage. Aujourd'hui, on produit de la viande, on met ça sur des boîtes et on exporte. Ça leur permet véritablement d'avoir de l'argent. D'accord. Merci, M. Yamba. Modeste Bonigaba. Oui, je voudrais vraiment marteler sur le fait que à partir du moment où vous vous êtes donné un objectif. Oui. Nous, ici, nous venons de démontrer au cours de toutes ces émissions sur la corruption que la corruption est le mal absolu. Aussi longtemps que nous allons continuer à nous complaire dans cette situation où on dit, bon, il a pris des millions, mais bon, botika et kaka. Eh bien, le pays, lui, va sombrer et il ne va peut-être plus jamais s'en sortir. Si aujourd'hui nous appliquons déjà la loi telle qu'elle est là, je suis persuadé que la grande corruption précédera. Parce qu'il faut d'abord que la grande corruption disparaisse pour que la petite aussi suive. Parce que la petite est finalement un peu la conséquence. Pas assez d'argent, les petits policiers, tout ça. Mais ça, c'est... Il faut lui donner un salaire qui lui permet de ne pas être tenté par la corruption. Donc, il faut d'abord commencer par éradiquer la grande corruption pour qu'il y ait des ressources suffisantes qui permettront à ce que la petite corruption aussi, qui est finalement liée à la survie, que celle-là aussi disparaisse parce que les agents de l'État, tous ceux qui ont un salaire, auront effectivement un moyen suffisant pour tenir et pour vivre. Maître Magala. Je suis d'accord avec vous par rapport à la situation des droits de l'homme telle que vous l'avez. Parce que aujourd'hui, on est en train de glorifier le Rwanda, doing business, gouvernance, mais c'est par la dictature la plus féroce qu'il est fait. Éclairé. C'est-à-dire, éclairé, oui, mais dès que tu oses commencer un dixième de ça en RDC, c'est une tollée mondiale. Or là, c'est la bastonnade, c'est le fouet. Bon, il faut accepter certaines méthodes si on veut évoluer. Ici, on va crier aux droits de l'homme. Premier problème. Deuxième problème, on a parlé du Botswana, c'est la qualité du politique. J'ai aimé votre confrère Jeune Afrique dans son article de la semaine du 13 avril, qui est titré sur la revanche des cancres. Il dit, maintenant en Afrique, on a des politiques qui sont fiers d'exposer leur nullité. Ils n'ont plus honte d'exposer leur carence en connaissance. Et ce sont les gens que nous portons en triomphe. Donc on sait que manifestement cet homme est nul, mais non, il est de la communauté et on doit le soutenir. Mais quand il dirige, comment voulez-vous arriver à des résultats? Parce que déjà, il n'y avait rien de le départ. Or, les résultats viennent des dirigeants, principalement. On doit savoir ce qu'on veut. Si on veut voter tribu ou si on veut voter élite, ben, qu'on définisse bien ce qu'on veut. Ouais, mais à quoi cela sert-il visiblement? Parce qu'on avait un Parlement, il y avait beaucoup d'intellectuels, aucun ministre n'est parti, tout le monde... si c'est pour arriver à cette fin, on arrête carrément, pas d'être Parlement, pas de Parlement, pas de Sénat... Et puis c'est bon, quoi. Mais c'est ce que la loi dit, justement. Quand on est attrapé dans des faits de corruption, on est inéligible. Et il est même interdit d'accéder à des fonctions étatiques ou para-étatiques. C'est la loi qui le dit. Bah oui, mais qu'on commence à l'appliquer, parce que maintenant, on est véritablement excédé, fatigué. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est vrai que Modeste Bonigaba a conclu en disant... qu'il faut d'abord combattre la grande corruption, c'est vrai. Mais si nous sommes aussi dans cette corruption, je l'ai dit la fois dernière, déjà le fait de savoir que ce n'est pas bien ce que je fais,
ce serait déjà quelque chose. Mais si nous banalisons tout, il n'y a pas cadeau, on le répète souvent, on viendra, baïonnette à la main, nous chasser, et nos enfants que nous disons aimer iront se réfugier je ne sais pas où. Bonsoir, merci d'avoir suivi ce numéro, bonsoir et bonjour. Et à la